Salut la machine, j'espère que tu es toujours au top. Dernière vidéo de seconde, micro-organismes et santé, nous allons à travers une carte mentale voir quelle influence ceux-ci ont sur notre corps. Vous êtes prêts? C'est parti! Il existe plusieurs sortes de micro-organismes. On peut rencontrer tout d'abord des virus, comme le virus de la varicelle, qui ont une taille allant de 10 à 100 nanomètres et qui ne sont pas considérés comme des êtres vivants. Ils sont obligatoirement intracellulaires s'ils veulent pouvoir survivre. On rencontre également des bactéries qui sont bien plus grosses et qui ont une multiplication exponentielle. Et oui, la population de bactéries peut augmenter très rapidement parce qu'une bactérie est capable, pour certaines, de se diviser en deux toutes les 20 minutes. Il existe également les champignons qui peuvent mesurer 10 micromètres comme avoir une taille visible. Ici, vous avez un Candida albicans. C'est un champignon filamenteux que l'on retrouve facilement sur notre peau. Contrairement aux bactéries qui sont prokaryotes, les champignons sont eucaryotes. On va retrouver parmi les micro-organismes qui interviennent dans notre santé des eucaryotes animaux, comme ici un être vivant unicellulaire, l'amibe, qui peut atteindre une taille de 5 mm. On peut trouver parmi eux également des vers qui peuvent mesurer de 1 mm jusqu'à 20 mètres. C'est le cas par exemple du ténia, dont vous avez ici la tête qui est observée au microscope et sur laquelle vous distinguez des crochets et 4 ventouses qui lui permettent de se fixer à nos intestins. On peut trouver également des acariens qui sont assez gros, 200 micromètres, et qui vivent très souvent sur nous, se nourrissant de nos peaux mortes. Enfin, on peut citer les poux que tout le monde connaît et qui nous embêtent sérieusement la vie. Si les trois derniers exemples sont forcément extracellulaires, pour ceux-ci, s'ils nous parasitent, ils peuvent être intra- ou extracellulaires. Donc vous l'aurez compris que les micro-organismes qui vivent avec nous peuvent soit nous aider à vivre, à ce moment-là, ceux qui nous colonisent, on va les appeler le microbiote, et ceux qui nous dérangent sont des agents pathogènes responsables donc d'une maladie. Si ces micro-organismes sont considérés comme pathogènes, c'est parce que comme ils ne vivent pas en nous en permanence, ils perturbent le fonctionnement de notre organisme. Cela signifie donc qu'il existe sur la planète des réservoirs à agents pathogènes. Ces réservoirs peuvent se trouver soit dans le milieu ambiant, ça peut être dans l'eau, dans le sol, ou alors ces réservoirs peuvent être un milieu biologique. Et dans le cas du milieu biologique, ça peut être soit un humain qui à ce moment-là sera forcément malade, soit un animal qui peut être malade ou porteur sain. C'est très rare de voir des humains porteurs sains. Intéressons-nous maintenant à la propagation de ces agents pathogènes et voyons comment se passe la contamination. Contaminer signifie tout d'abord franchir les barrières naturelles. La première barrière naturelle, c'est la peau, qui est renforcée par la présence des poils et la présence d'un microbiote qui va considérer la peau comme son territoire et qui pourra empêcher d'autres micro-organismes de venir s'installer. Exactement comme un lion sur son territoire. Mettez un lion mâle sur un territoire en Afrique, introduisez un autre mâle, qu'est-ce qui va se passer? Il va le bouffer, il défend son territoire. Parmi les barrières naturelles, il y a également les muqueuses qui vont être renforcées par du mucus, par des cils, et certaines muqueuses vont avoir des sécrétions acides. Ça va être le cas de l'appareil digestif avec la muqueuse intestinale. Et au niveau de l'appareil reproducteur, nous allons avoir des sécrétions acides au niveau du vagin et le sperme qui va être fabriqué en grande partie par les vésicules séminales est de nature acide. L'acidité a pour but d'empêcher le développement de micro-organismes non désirés. Nos barrières naturelles, que ce soit la peau ou les muqueuses, sont donc des barrières protectrices qui empêchent les micro-organismes de pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Cependant, si elles présentent une défaillance, il va y avoir une porte d'entrée et à ce moment-là, la contamination sera effectuée. Intéressons-nous maintenant à la transmission de ces micro-organismes pathogènes. La transmission peut s'effectuer par contact avec le milieu ambiant. Par exemple, si vous avez les mains blessées, que vous travaillez la terre, vous pouvez être contaminé par le bacille tétanique. Dans l'air, il peut y avoir des micro-gouttelettes de salive séchée. À ce moment-là, vous pouvez attraper par exemple la varicelle. Ou alors, dans l'eau, vous buvez de l'eau qui a été souillée par des excréments et vous pouvez avaler des bactéries de type Escherichia coli qui vont vous déclencher des diarrhées. La transmission peut également s'effectuer par contact direct entre les hôtes. Alors ça va être le cas d'Escherichia coli, on vous dit tout le temps de vous laver les mains quand vous sortez des toilettes, bon, c'est pas pour rien. Mais bon, on va parler plus particulièrement du cas du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Car comme son nom l'indique, c'est un virus qui est spécialiste de l'être humain et qui va créer une déficience du système immunitaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce virus, sa spécialisation, c'est de parasiter des lymphocytes T qu'on appelle les T4 et qui sont indispensables pour le fonctionnement et la coordination du système immunitaire. En résumé, voici comment est-ce qu'il fonctionne ce virus. Il va donc venir se fixer sur les récepteurs CD4 du lymphocyte T4 qu'on appelle la cellule hôte.
L'enveloppe du virus et la membrane de la cellule vont fusionner et le virus va pouvoir libérer dans le cytoplasme de la cellule son matériel génétique. Alors c'est un mécanisme un peu compliqué, vous n'avez pas encore décrypté toute la génétique, mais de manière très simple, retenez que le matériel génétique du virus va s'intégrer à l'ADN de la cellule. Ce qui fait que cette cellule va se mettre à produire naturellement des protéines virales et donc va reconstruire, refabriquer d'autres virus. Et le problème, c'est qu'elle va fabriquer des millions et des millions de virus en même temps. Et quand tous ces virus vont vouloir sortir de la cellule, ils vont sortir tous en même temps. Ils vont exploser la cellule. À ce moment-là, le lymphocyte T4 va mourir. Or, comme c'est une cellule de défense, eh bien, au bout d'un moment, notre système immunitaire ne fonctionnera plus. C'est comme si vous envoyez, par exemple, un combattant du corps à corps dans une armée et qu'il tue tous les soldats pendant leur sommeil. Ben, vous n'avez plus d'armée. Enfin, il est possible d'observer une transmission des agents pathogènes par l'intermédiaire de vecteurs. Ces vecteurs peuvent être passifs, par exemple des vêtements souillés. Vous portez des vêtements qui sont recouverts de microbes, et ben vous chopez les microbes. Vous pouvez avoir une transmission par l'intermédiaire d'un hôte dans lequel il y aura transformation et reproduction du parasite. On peut citer par exemple un hôte mammifère qui peut transporter des larves de ténia. Et nous, si on mange de la viande mal cuite, eh ben, on chope le ténia. Des vers qui sont spécialisés dans la colonisation de notre foie, la douve, par l'intermédiaire de crustacés, mais également aussi par l'intermédiaire de mammifères comme les moutons. Bon, je sais, vous allez me dire que vous voulez plus manger de viande, mais c'est fini ce temps-là. Maintenant, on a des abattoirs avec des vétérinaires qui contrôlent l'état de la viande. Vous risquez plus rien, sauf si vous élevez votre mouton au fond de votre jardin et que vous l'emmenez jamais chez le véto et que vous le bouffez. Ben là, vous prenez des risques. On peut citer comme hôte intermédiaire un insecte piqueur avec la mouche qui peut transmettre le trypanosome pour la fameuse maladie du sommeil. Et celui qui m'intéresse le plus aujourd'hui, le moustique avec le Plasmodium falciparum, en l'occurrence cette petite bestiole là qui fait 2 micromètres, qui sous sa forme ici sporozoïde parce qu'il y a plusieurs formes, et qui va déclencher une maladie bien connue sous le nom de paludisme. Le Plasmodium falciparum existe sous plusieurs formes que l'on va retrouver dans des hôtes différents. Ici je vous ai mis en image des macrogamétocytes de différentes espèces de plasmodium, et ces macrogamétocytes vont rencontrer des microgamétocytes dans votre sang si vous avez été piqué par une moustique femelle qui vous aura transmis par sa salive ces fameux macro et microgamétocytes. En effet, ces gamétocytes, en l'occurrence des gamètes, ne font que 2 micromètres de diamètre, alors que le labre aspirant du moustique en fait 52, donc forcément aucun souci pour passer. Ces microgamétocytes et ces macrogamétocytes vont se rencontrer, vont s'unir pour donner une forme qu'on appelle un ookinète en français, là c'est en espagnol. Cet ookinète va se déposer dans les couches du tissu intestinal du moustique et va se transformer en oocyste. Dans cet oocyste, il va y avoir production de 10 000 sporozoïtes. Bon, en espagnol, les sporozoïtoses. Et je vous rassure, vous n'allez pas connaître tout ça par cœur. C'est juste pour comprendre à peu près comment ça fonctionne. Bref, ces sporozoïtes vont aller migrer dans les glandes salivaires du moustique. Et puis quand il va vous piquer, ben, il va vous injecter sa salive qui contient de l'anticoagulant, qui empêche votre sang de coaguler et comme ça, il va pouvoir l'aspirer. Enfin, je dis il parce que je parle du moustique, mais je vous rappelle qu'il n'y a que les femelles qui piquent. Hein. Les femelles ont besoin de sang chaud pour l'incubation de leurs œufs. Les mâles se nourrissent du nectar des fleurs et du jus sucré des fruits. Bref, quand la femelle va vous piquer, elle va injecter de la salive, elle va injecter en même temps des sporozoïdes qui vont par le sang aller s'installer dans les cellules de votre foie et de votre rate. À ce moment-là, il va de nouveau y avoir une multiplication. Ça va former des espèces de poches qu'on appelle des schizogonies qui possèdent encore une forme différente, 30 000 mérozoïdes, qui eux, quand ils vont être libérés dans le sang, vont soit se mettre sous forme de repos et se planquer dans vos cellules du foie, soit vont aller se fixer sur les récepteurs des globules rouges, rentrer à l'intérieur des globules rouges, se nourrir du glucose et de l'hémoglobine et vont encore se multiplier. À ce moment-là, il y a 6 à 36 mérozoïtes qui vont émerger du schizone. Bref, on a des formes qui sortent, qui éclatent vos globules rouges et puis forcément, au bout d'un moment, vous n'avez plus de globules rouges, ben, je vous fais pas un dessin. Donc les symptômes, c'est simple, maux de tête, vomissements, fièvre, éclatement des cellules du foie, du sang et à la fin, la mort. On a donc vu les vecteurs appelés hôtes intermédiaires, mais il existe également des vecteurs dits biologiques qui ne font que transporter et transmettre l'agent en lui permettant simplement de se multiplier à l'identique à l'intérieur de leur milieu biologique sans transformation. Et là, on peut citer le virus
virus de la rage qui peut être transporté par exemple par les canidés. Ce virus va se loger à l'intérieur des cellules et spécifiquement des cellules musculaires. Quand il est en quantité suffisante, il va passer dans le système nerveux. Quand il arrive au cerveau, il se multiplie 2 fois plus vite, il crée une encéphalie et il y a apparition des premiers symptômes. À ce moment-là, il se propage dans tout l'organisme, par les voies nerveuses, jusqu'aux glandes salivaires où cette photographie au microscope électronique a été prise. Et à ce moment-là, il va y avoir modification du comportement de l'animal. Celui-ci va devenir plus agressif. Pourquoi? Parce que la transmission se fait par la salive. Donc en étant agressif, l'animal va mordre et va transmettre beaucoup plus de virus. Donc on remarque chez beaucoup d'animaux, chez beaucoup de vecteurs biologiques, des changements de comportement liés aux parasites et qui facilitent la transmission de celui-ci. On peut citer également le cas de la transmission du virus de la dengue par le moustique. Et là, on a un cycle très simple. Moustique, je te pique, j'absorbe le virus, je vais repiquer quelqu'un d'autre, je transmets le virus, point barre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a piqûre, 2 à 7 jours d'incubation, apparition de fortes fièvres, de maux de tête, nausées, vomissements, douleurs articulaires, musculaires, éruptions cutanées qui ressemblent à de la rougeole. Bref, vous êtes dans un sale état. Et après, vous avez une convalescence minimum de 15 jours pour vous en remettre. Il faut savoir qu'il y a 50 millions de cas par an et 500 000 cas de dengue hémorragique mortelle dans 2,5% des cas. Donc vous l'avez compris, une fois la transmission effectuée, il y a une période d'incubation. Pendant cette période d'incubation, en général, on ne présente pas de symptômes, on est non contagieux. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On a une multiplication de l'agent. Et donc, qui dit multiplication de l'agent, dit ensuite infection. Et cette infection peut présenter 2 cas. Soit l'infection est symptomatique, c'est-à-dire qu'il y a des modifications du fonctionnement de l'organisme qui amènent soit un préjudice, mettez-vous à la place de celui-là, vous croyez franchement que si vous étiez dans son état, vous pourriez aller bosser? Bah non, vous pouvez rien faire, donc c'est un préjudice. Soit les modifications arrivent à un stade mortel. Soit l'infection est asymptomatique, c'est-à-dire ça vient du grec qui est privatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. À ce moment-là, vous pouvez être porteur sain. Et enfin, il peut y avoir ce qu'on appelle une phase de latence, ça va être le cas avec le VIH. En effet, l'infection au VIH est particulière. Dans un premier temps, dans les premières semaines, vous allez avoir une diminution assez rapide de vos lymphocytes T4 correspondant à une charge virale en augmentation. C'est-à-dire qu'en fait, les virus se multiplient à l'intérieur des T4, donc les T4 diminuent, il y a de plus en plus de virus. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre système immunitaire qui va se réveiller, d'autres défenses vont être mises en place. À ce moment-là, la charge virale va diminuer parce que vous avez une réaugmentation du nombre de lymphocytes T4. Et tant que vous aurez suffisamment de lymphocytes pour vous défendre, vous n'exprimerez pas de maladie. C'est ce qu'on appelle la latence clinique. Sauf qu'il arrivera un moment où le nombre de lymphocytes présents ne sera pas suffisant pour lutter contre le nombre de virus présents. À ce moment-là, des maladies opportunistes vont s'installer, c'est-à-dire opportunistes, elles profitent que votre territoire ne possède plus de cellules de défense. Prenez un pays qui n'a pas d'armée, les pays voisins, ils en profitent, ils envahissent. Et bien voilà, donc des maladies opportunistes s'installent chez vous. C'est la phase SIDA, syndrome de l'immunodéficience acquise, syndrome, un ensemble de symptômes, immunodéficience, système immunitaire déficient, acquis parce qu'on ne l'avait pas avant d'avoir été contaminé. Donc voici pour la phase de latence asymptomatique. Intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle la prophylaxie, c'est-à-dire l'ensemble des méthodes de protection que nous pouvons nous appliquer pour limiter la propagation, c'est-à-dire la contamination et l'infection. Donc pour cela, prévenir l'apparition, limiter la propagation et limiter l'aggravation de la maladie. Et donc en l'occurrence de l'agent pathogène. Et une des premières choses que l'on peut faire, c'est étudier l'hôte. Dans le cas du paludisme par exemple, on a remarqué que les individus qui étaient hétérozygotes pour une maladie appelée la drépanocytose présentaient une certaine résistance aux parasites intracellulaires. Ainsi, il n'est pas anodin de constater que la fréquence du paludisme coïncide avec la fréquence de répartition de cette maladie appelée la drépanocytose. Car cette maladie, finalement, d'origine génétique, confère un avantage sélectif pour résister à cette maladie. Enfin, si on étudie l'hôte, on va également étudier le vecteur. Prenons par exemple le cas de la dengue et du paludisme qui sont transmis par des moustiques. Eh bien, on va effectuer des actions environnementales pour détruire les friches, les zones d'eau stagnantes où les moustiques pourraient se reproduire. Enfin, on va anticiper les changements climatiques. On trouve principalement des moustiques dans les zones tropicales, intertropicales. Or, avec le réchauffement climatique, l'isotherme 10 degrés,
qui est une limite de température pour le développement des moustiques, va se déplacer vers le nord avec le réchauffement climatique. Si en dessous de cette latitude il fait plus de 10 degrés et au-dessus il fait moins de 10 degrés le matin au réveil, eh bien avec le réchauffement climatique, nous allons avoir l'Europe qui va avoir des températures suffisamment élevées le matin au réveil pour permettre le développement du moustique. Voilà pourquoi on observe aujourd'hui de plus en plus de cas de chikungunya, de dengue, de Zika dans les pays du Nord. Enfin, si on étudie l'hôte, le vecteur, il faut bien sûr étudier l'agent, connaître son cycle évolutif pour savoir à quel moment donner des traitements, trouver des vaccins pour limiter sa propagation. On peut citer l'exemple de la rage, où vous voyez que la fréquence de cette maladie est importante en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et un peu moins en Europe. En Europe, nous avons fait des campagnes de vaccination des renards, des chiens, et on continue encore actuellement de vacciner nos animaux contre la rage, ce qui fait qu'elle est considérée comme éradiquée. D'où l'importance de vacciner vos animaux de compagnie. Enfin, pour prévenir l'apparition, il est important d'éduquer les populations. Il faut les encourager à se vacciner et à pratiquer une certaine hygiène. Et c'est là qu'on voit la disparité entre les pays riches et les pays pauvres. Dans les pays riches, on va matraquer les gens avec des campagnes publicitaires, des panneaux d'affichage, des tracts pour les inciter à lutter contre les moustiques, etc. Alors que dans d'autres pays, on va faire avec les moyens du bord. Ici, vous avez un panneau d'information et de sensibilisation des populations pour la lutte contre le sida. Pour limiter la propagation, eh bien, encore une fois, on va éduquer les populations. Ensuite, on va inciter au dépistage. On va encourager les gens à utiliser des protections, des gants, des préservatifs, des moustiquaires. On va mettre en quarantaine les individus malades pour éviter la contamination de nouveaux vecteurs. Et enfin, mise en place de traitements pour limiter l'aggravation des traitements et les soins palliatifs. L'ensemble de ces méthodes de protection correspondent à une lutte individuelle et collective. Chacun doit y mettre du sien, sinon jamais nous ne pourrons enrayer une épidémie. Il nous reste à parler de la prévalence, c'est-à-dire d'une mesure de l'état de santé d'une population. Quand la présence d'une maladie est locale, si le nombre de cas est stable dans le temps, nous sommes face à une endémie. C'est le cas du paludisme. Si le nombre de cas augmente, nous sommes face à une épidémie. Enfin, si l'épidémie touche le monde entier, on ne parle plus d'épidémie, mais de pandémie. C'est le cas par exemple pour le sida, dont l'épidémie a débuté en Afrique, mais qui s'est propagée au reste du monde et on observe aujourd'hui une pandémie. On peut au sein d'un continent, dans un pays particulier, observer une épidémie. Ça va être le cas par exemple en Russie, où vous voyez que le nombre de décès par an liés au sida ne cesse d'augmenter, alors qu'en France, il est devenu stable. Encore une fois, cela provient de la différence de richesse des pays touchés.